Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro d'épisode suivant, épisode un peu spécial bien sûr, vous le reconnaissez, on n'est pas du tout en plateau. Et si vous êtes un assidu de l'émission, vous reconnaissez peut-être le décor qui est derrière moi. On est chez Ernest, et Ernest c'est l'endroit, le restaurant qu'a choisi l'association des critiques de séries pour remettre ses prix annuels. Voilà, on va récompenser ce soir les meilleures séries françaises de l'année. Alors l'année c'est de juin 2024 à juin 2025, donc les séries de la saison écoulée. Et il y aura forcément beaucoup de prix, il y en a 11 ce soir. On va récompenser évidemment la meilleure série de l'année. Il y aura aussi des prix pour les meilleurs acteurs, les meilleures actrices, les meilleurs rôles, la musique aussi, la production, la réalisation, le scénario, bref tout ce qui fait l'essence d'une bonne série. Pour découvrir tous ces gagnants, il va falloir attendre un tout petit peu. Vous allez passer la cérémonie avec nous et vous le saurez à la fin qui est la meilleure série de l'année selon l'association des critiques de séries. Mais avant, on va aller faire un petit tour, on va aller voir ceux qui ont voté, les journalistes spécialistes des séries. Certains, vous les connaissez, ils viennent dans l'émission régulièrement. Et ben voilà, ils ont choisi, mais peut-être qu'ils ont leur préférence. On va leur demander quelle est leur série préférée de l'année dans les séries françaises. Et puis après, vous découvrirez la série française. C'est parti pour les prix de l'association des critiques de séries. Et on commence donc avec Florian Kess, c'est le premier que j'ai trouvé, donc on va commencer avec lui. Florian, comment ça va ? Bah écoute, ça va, très content d'être là. 11e cérémonie, un gros cru série cette année. Florian, donc journaliste à Tétu pour ceux qui ne suivent pas, au fond de la classe, mais tu l'as dit, il y a quelqu'un qui va gagner ce soir le prix de la meilleure série française, mais toi, c'est quoi ta série française de l'année ? Alors j'hésite, mais je pense que je vais partir sur Iris, série de Canal+, créée par Doria Tillier. On connaissait déjà son potentiel comique à Doria. Dans La Flamme, elle était incroyable. Et là, dans cette série qu'elle a créée, qu'elle a scénarisée, elle est dans un registre beaucoup plus noir. Donc humour noir, un peu dérangeant, un peu cringe, qui met mal à l'aise. Et je ne pensais pas qu'on était capable de faire ce genre de série en France, d'avoir cette tonalité-là, un peu à la Fleabag, ça m'a rappelé ça. Et en fait, c'est juste un plaisir, quoi. C'est le kiff de se dire qu'en France, on est capable de faire ce genre de série. Donc merci Doria. Alors pour moi, la série française de l'année, c'est vraiment Le sens des choses. C'est adapté d'un livre de Delphine Orviller et donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui se lance en tant que rabbin et qui pense qu'elle va répondre vraiment à des questions existentielles auprès des gens qui vont la solliciter. Et en fait, elle découvre que rabbin, c'est un métier assez terre-à-terre, que parfois il faut juste gérer des enterrements, des gens qui ont envie de divorcer ou le retour de son amour de jeunesse et que c'est difficilement compatible par ailleurs avec une vie amoureuse. C'est une série qui est très émouvante, qui est très drôle aussi et vraiment l'actrice principale, Elsa Gage, elle est excellente dans le rôle. Il y a aussi toute une myriade de rôles secondaires qui sont tous truculents. Le sens des choses, c'est à voir absolument. Et je dirais que c'est Bref, la saison 2, qui est sortie en novembre dernier, je crois, qui m'a beaucoup plu parce que j'avais déjà beaucoup aimé la saison 1 et je trouve que la saison 2 renouvelle vraiment le format, avec un format qui passe à 40 minutes au lieu de 2 minutes habituelles. Et je trouve que ça fonctionne très bien. J'ai beaucoup aimé les comédiens. Laura Felpin notamment est absolument incroyable dans un second rôle super. Jean-Paul Rouve aussi, en voisin un peu bizarre mais qu'on aime beaucoup. Ma série française de l'année, c'est Hippocrate saison 3 spécifiquement. Thomas Lilti revient effectivement avec une 3e saison qui aborde l'état de l'hôpital français après effectivement la crise du Covid. C'est une série qui touche au cœur du problème effectivement de l'hôpital français, avec des personnages toujours aussi merveilleux, avec du drama à tous les étages. Forcément, on ne peut que tomber amoureux de cette série qui se bonifie de saison en saison et cette saison 3 est la meilleure de toutes. Et voilà, vous avez entendu quelques avis éclairés des journalistes spécialistes des séries, des votants de la CS. Mais quelle sera la grande gagnante de la soirée, ou peut-être qu'il y aura plusieurs séries qui vont se voir remettre plusieurs prix. En tout cas, ça va se passer juste derrière moi maintenant, sur la scène de chez Ernest. Voilà, les journalistes vont se succéder pour remettre les prix aux grands gagnants. Et nous, juste après, on va essayer d'aller attraper ces grands gagnants pour leur demander un petit peu quelles ont été leurs plus grandes joies, leurs plus grandes difficultés, aussi leurs challenges sur ces différentes séries. Rendez-vous dans quelques minutes, mais d'ici là, c'est parti pour la remise des prix.
bah voilà, on se retrouve avec donc un premier gagnant. Voilà, la cérémonie est encore en cours, mais il y a déjà des prix qui ont été remis, et notamment celui de la meilleure musique, prix qui est donc remis à Mathieu Alvado. Vous êtes avec moi, donc merci Mathieu et bravo. Merci. Surtout, donc, vous avez composé la musique d'Astérix et Obélix, le combat des chefs, la série que tout le monde a vue. Si vous ne l'avez pas vue d'ailleurs, il faut aller la voir très vite. La série d'Alain Chabat et Fabrice Joubert qui revisite un petit peu Astérix. J'imagine que bosser sur Astérix, Mathieu, c'est excitant, peut-être un peu stressant, non ? Les deux, mais c'est un rêve d'enfant, parce qu'on a tous grandi avec Astérix. Donc se voir proposer de faire la musique et de prendre le bâton de relais que nous ont confié les compositeurs précédents, à commencer par Gérard Calvi, qui était le premier, c'est effectivement une tâche impressionnante. Donc on essaye d'en être digne. Et comment vous avez fonctionné sur cette série ? Est-ce que Alain Chabat avait déjà des idées, par exemple ? Est-ce qu'il est venu vous voir avec des idées ? Est-ce que c'est vous qui avez tout créé de A à Z ? Comment vous êtes inspiré Alors l'esthétique générale était déjà déterminée, il voulait vraiment de l'orchestre, principalement de l'orchestre, essayer sur certaines séquences de moderniser un peu. Il y avait aussi de la place pour quelques chansons qu'on devait écrire, en plus des chansons qu'ils ont synchronisées. Et puis en fait il y a eu toute une phase où j'ai cherché des thèmes, voilà, parce que ça c'était vraiment une envie qu'ils avaient qu'il y ait des nouveaux thèmes. Et donc du coup ça m'a pris, j'ai eu le temps. En fait, l'avantage de l'animation, c'est qu'on a du temps. L'inconvénient, c'est qu'on a du temps. Donc on peut procrastiner, mais ça permet aussi de chercher, de mettre de côté si jamais l'inspiration ne vient pas et de revenir. Et donc j'ai cherché des thèmes et à un moment on s'est réunis, je leur ai fait écouter. Et voilà, et puis ils ont été enthousiastes, ils ont validé les thèmes et je me suis dit bon, ouf, cette partie-là du travail est fait. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la musique dans les épisodes directement. Vous avez cité Gérard Calvi, évidemment le thème iconique des dessins animés Astérix. Il y a eu plein de grandes chansons qui sont passées par là, de grands compositeurs qui ont marqué l'histoire animée d'Astérix. Bien sûr. Comment vous procédez ? Est-ce que vous dites je les mets tout de suite de côté parce que c'est impossible de refaire ce qu'ils ont fait et vaut mieux que je fasse mon truc ? Ou est-ce que quand même il faut s'en inspirer, il faut partir de ces références qui sont devenues cultes ? Alors, en fait, c'est le projet qui détermine ça. Il y avait énormément d'aventures dans le combat des chefs, beaucoup de combats, d'affrontements. Donc du coup, on ne pouvait pas arriver avec l'esthétique des années 60, qui était plus une esthétique orientée comédie. Alors, il y a évidemment de la comédie, mais principalement, il fallait axer sur l'aventure et sur l'énergie. Donc du coup, mécaniquement, on s'éloignait de ce qu'avait fait Gérard Calvi. Après, il fallait que l'ensemble soit cohérent et ne détonne pas par rapport à Astérix. Voilà, donc il fallait garder en tête l'esprit de ce qui avait été fait pour ne pas faire quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Ça représente combien d'heures d'enregistrement de musique ? Il y a combien de musique qui a été composée en temps ? Je ne sais pas si on peut le quantifier pour une série qui fait 5 épisodes de à peu près 20 minutes. 80 minutes à peu près. Ok. 80 minutes de musique originale, plus les chansons. Ce qui fait beaucoup de musique parce qu'il y a beaucoup de synchro aussi. Et c'est quoi ? Il y a un thème par personnage, par exemple, est-ce qu'il a fallu faire un thème pour Astérix, un thème pour Obélix Alors ça, c'est l'idée qu'ils avaient à la base. Ouais. Et j'ai préféré leur proposer un thème pour Astérix, un thème général pour la série, et un thème d'amitié pour Astérix et Obélix, puisque l'amitié d'Astérix et Obélix est au cœur de la série, et leur relation, leur dynamique, je ne pense pas qu'elle ait été autant explorée dans une autre adaptation. Donc ça me semblait important d'avoir un thème qui parle de leur amitié et comment elle va être tiraillée, comment ils vont se retrouver. Voilà, c'était ça qui me semblait important, plutôt que de faire un thème pour Astérix, un thème pour Obélix, et puis on mélange les thèmes. Je pense que la thématique de l'amitié était plus forte. Eh ben, une approche qui a donc été payante, récompensée en tout cas ce soir. Encore bravo Mathieu Alvado pour la composition d'Astérix et Obélix, le combat des chefs. C'est à revoir évidemment ou à voir bien sûr sur Netflix. 5 épisodes de 20 minutes, magnifique série qui illustre la production française d'animation, mais aussi ce qu'on peut faire en composition de musique aujourd'hui en France. Encore bravo, et nous on va revenir à la cérémonie, puis on va aller chercher un autre gagnant. On revient tout de suite. Et je suis cette fois avec Harry Torgman. Bonsoir Harry. Bonsoir.
Alors Harry, vous êtes, on va le détailler un peu, mais peut-être le grand gagnant, pas personnellement, mais en tout cas de cette soirée, puisque vous êtes le producteur de Bref 2. Bref 2 qui repart ce soir avec 3 prix, et pas des moindres. Meilleure série de, on va dire, courte, voilà, de 26 minutes. Meilleur scénario, et le meilleur second rôle pour une série de moins de 40 minutes, qui revient à Laura Felpin, incroyable Laura Felpin dans cette série. Bref 2, on aurait pu se dire... C'est la suite facile, bref, ça a cartonné, c'est générationnel. Tout le monde qui a entre 20 et 40 ans connaît Bref. Mais vous avez décidé de tout changer au moment de faire Bref 2. Pas le même format, pas le même rythme, pas le même ton. C'était quoi, un pari de se dire on refait pas la même chose? Est-ce que c'était un challenge que vous êtes lancé? C'était surtout l'envie de raconter une histoire, avant tout. Et il se trouvait que les garçons, Kian et Bruno, avaient beaucoup d'idées pour cette saison. Ouais. Donc ça tenait pas trop en format court. Donc voilà, l'idée d'un format plus long est venue assez naturellement et c'était assez idéal pour ce qu'ils avaient à raconter et aussi pour la profondeur de ce qu'ils voulaient raconter aussi. Vous avez reçu aussi le prix du meilleur scénario, ce qui peut un peu interpeller parce qu'en fait le scénario de Bref 2 c'est la vie de tous les jours, presque un peu comme l'était déjà Bref, c'est des relations, des amis, des couples qui se font, qui se défont. Comment est-ce que il y a beaucoup de personnages dans Bref 2, comment vous avez arrivé à nouer le fil entre justement toutes ces différentes histoires qui sont à la fois très banales et en même temps assez extraordinaires par leur banalité, quoi. C'est vrai que la force de Bref c'est que c'est une chronique, c'est vrai que c'est la chronique d'un personnage masculin. Donc oui, c'est sa vie de tous les jours. La force de Bref, c'est aussi son format et son montage et sa voix off. Après, c'est plutôt aux auteurs qu'il faut demander ça, à Kian et à Navo, savoir comment est-ce qu'ils arrivent à mettre tout ça en musique. C'est un exploit, je pense que c'est vraiment une prouesse. Et je suis très heureux qu'ils aient reçu ce prix parce que je pense qu'ils le méritent vraiment. Vous avez trouvé le rythme tout de suite, le passage comme je disais, du format court au format long n'est pas évident. Est-ce que cette narration par exemple qui aurait pu paraître très lourde peut-être sur un format beaucoup plus long, est-ce que ça a marché tout de suite? Il a fallu beaucoup d'essais peut-être, non? Ça a été au moment du pilote, à l'écriture du pilote, que c'est un peu notre crash test. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, on allait se rendre compte au niveau du pilote si ça fonctionnait ou pas. Et le pilote, quand il a été écrit, on s'est assez rapidement dit que ça pouvait fonctionner, qu'il y avait de la place en fait, et qu'il fallait trouver un nouveau type de narration pour Bref. Et les garçons ont trouvé la manière de le raconter telle qu'elle est actuellement et je pense que ça fonctionne bien. Bref 2, ça brille aussi par sa production, il y a beaucoup d'idées qui viennent, je ne sais pas, du cerveau de qui, peut-être le vôtre, peut-être celui de Kian ou de Bruno bien sûr. Beaucoup d'innovations, beaucoup de choses à l'écran. Comment est-ce que vous avez réussi à mettre tout ça encore une fois et que ça reste cohérent, que ce ne soit pas juste des gimmicks de format court? Ouais, ça c'est le grand défi de la série et de son évolution vers un format plus long, d'être parti d'une série de 2 minutes où effectivement c'est plus du sketch, même si évidemment il y a une narration de fond, à des épisodes de 30, 35 voire 40 minutes parfois. L'idée c'est d'arriver à un moment donné à se sortir du cadre en fait, à être sincère dans la démarche toujours et à être très exigeant et rien lâcher au niveau des idées. Donc ça c'est une vraie chance d'avoir des auteurs comme Kian et Navo. Et puis après en production l'idée c'est de rendre tout ça possible. Il y a eu cette sortie donc, en février qui remonte, maintenant vous recevez des prix 10 mois plus tard. Entre-temps le public s'est emparé de cette série. Je disais c'était à la fois évident et extrêmement risqué de refaire Bref. Ça a marché très clairement. Comment vous avez vu ce public s'en emparer à nouveau de façon très générationnelle, quoi. On a l'impression que les gens sont dans Bref 2 presque quelque part, quoi. Ouais, c'est assez extraordinaire. Évidemment, quand on crée et qu'on écrit et qu'on produit une série comme ça, on espère qu'elle va toucher. C'est pour ça qu'on le fait. Là, on a été absolument impressionné par le nombre de retours du public. Et surtout, c'était des retours très personnels. C'est-à-dire qu'on avait des retours très intimes, comme quoi cette série avait beaucoup touché, beaucoup fait évoluer des gens, en fait, tout simplement. Ouais. Donc, en tant que producteur, et je pense pour Kian et Navo en tant que créateur, c'est la plus belle des récompenses. On fait quoi? On se revoit dans 10 ans pour Bref 3?
En 10 ans ou peut-être avant, peut-être Peut-être après, avant. mais peut-être avant aussi, qui sait. Mais en tout cas, on a envie de voir Bref 3, peut-être ça parlera, ce sera la série sur les quinquas, peut-être, la grande série sur les quinquagénaires à voir peut-être dans 10 ans quelque part. En tout cas, merci beaucoup et encore bravo à Harry Torgman, je rappelle le producteur de Bref 2 pour tous ces prix. Merci à vous pour cet échange. Et ben, on va continuer justement, on va aller chercher quelqu'un d'autre, on va laisser Harry revenir à la soirée, et puis nous on va aller chercher un autre lauréat de cette remise de prix. Et on continue donc cette soirée des prix de l'ACS avec non pas un, non pas deux, mais trois invités avec moi cette fois-ci. C'est l'équipe de Culte qui est là, la série qui a fait revivre Love Story toutes ces années après, presque deux décennies après le Love. Je suis donc avec Mathieu Rumani. Absolument, bonsoir. Avec Nicolas Slomka. Vous êtes les deux créateurs, les deux cerveaux derrière la série. Et avec Marie Colomb, donc, qui joue Loana, qui était le rôle le plus attendu dans cette série. Et qui vous joue à merveille, parce que donc, vous êtes récompensé ce soir, Marie, d'un prix d'interprétation. Et Culte est reparti avec le prix de la meilleure série de plus de 40 minutes. Donc déjà, bravo à tous les trois pour cette belle série Culte qui a très bien marché. Merci. Je vais peut-être commencer par vous deux, Nicolas et Mathieu. Pourquoi faire revivre le Loft ? C'est quoi l'idée ? 20 ans après, qu'est-ce qui vous a piqué ? Nous, c'était un projet qu'on avait en tête depuis maintenant plus de 10 ans, en fait. Après avoir vu The Social Network, le film de David Fincher, Ouais, on s'était dit, qu'est-ce qui serait une petite révolution française, à l'échelle de la France, une révolution sociétale. Et on s'était dit que finalement, est-ce que Love Story n'aurait pas une histoire ? On a commencé à se documenter, on a commencé à lire, il y avait quelques bouquins qui étaient sortis parce que comme toutes les personnes qui avaient travaillé sur Love Story avaient sorti leur bouquin à un moment ou à un autre, voilà. Et on a découvert qu'il y avait une histoire qui était incroyable et on avait très envie de la raconter. Ouais, Nicolas, ça a été compliqué d'aller chercher toute cette histoire qui a été beaucoup vue. C'est le début de la télé que tout le monde regarde en continu avec des caméras partout. Tout avait déjà été très documenté. Alors ça a été extrêmement documenté, donc voilà, on avait beaucoup de choses à lire et beaucoup de choses à revoir. Tout le Loft à revoir, épisode par épisode, jour par jour, prime par prime. Et puis au bout d'un certain moment, on a eu la chance quand même inouïe de rencontrer Alexia Laroche-Joubert, qui était au cœur de cette histoire. La productrice du Loft original. Qui a rejoint le projet en tant que productrice. Et à partir de là, tous les petits trous dans l'histoire ont été comblés. Elle nous a permis de rencontrer énormément de monde, dont Loana. Et voilà, c'est comme ça qu'on a eu le tableau complet et qu'on a pu réinventer cette histoire à notre sauce. Quand on pense Love Story, forcément, on pense à Loana, qui était la protagoniste principale, presque malgré elle, finalement, de cette télé-réalité qui a tout changé. Pas forcément bien, d'ailleurs, pour elle. Marie, c'est vous qui l'incarnez dans cette série. Vous étiez même pas née, je crois. Si, vous étiez née à l'époque du Loft. Si, on n'a qu'un an de différence. On n'a qu'un an de différence. Bon, Ouais. vous étiez peut-être pas en J'étais âge que petite. moi de regarder la piscine. Ouais, non. Comment vous avez appréhendé ce rôle avec Loana C'est un personnage qui vous parlait avant même la série ? Oui, elle me parlait parce que mine de rien, même si j'étais petite au moment du Loft, on a grandi avec Loana. Enfin, je sais pas pour vous, toi. A posteriori, on a tous vu les images, quoi. Voilà, on les a vues et puis on l'a suivi aussi sur les années. Donc Loana, en fait, c'est même fou parce que je me souviens très bien, pour la petite anecdote, c'est que la première fois où on m'a parlé de Culte, de la série qui allait se faire, je sais pas pourquoi, 5 minutes avant, j'étais sur le Instagram de Loana. Mais improbable parce que je la suis pas, tout ça. Donc c'est pour dire quand même qu'il y avait quelque chose où oui, je savais très bien qui elle était. Elle symbolise énormément de choses en France dans les années 2000 et le rapport qu'on a avec les femmes, et le regard qu'on pose sur elles, quoi. Voilà. C'est une femme qui a beaucoup souffert justement de ce qui lui est arrivé, qui n'a pas du tout maîtrisé le narratif de son histoire dans le Loft. Comment vous êtes glissé dans la peau de ce personnage justement ? Qu'est-ce qu'il fallait aller chercher ? Alors c'est facile entre guillemets a posteriori, on sait tout ce qui lui est arrivé. À l'époque, elle ne le sait pas ce qui va lui arriver. Bah moi je joue déjà le pendant, donc effectivement je n'ai pas le recul sur la chose. J'ai cherché le plus possible ce que je pouvais chercher sur elle, donc évidemment j'ai regardé le Loft. Ce qui m'a énormément aidé aussi, c'est déjà avant tout le scénario, parce que tout était écrit dans le scénario. Moi il n'y a pas une phrase que j'ai inventée, tout ce que je dis était écrit. Et ce qui m'a énormément aidé, c'est lire son livre. Elle avait écrit un livre Miette, où elle parle de son enfance. Et comme tout à chacun, on explique beaucoup de choses de la vie d'adulte en allant chercher dans l'enfance. Donc ça m'a beaucoup aidé. Puis je suis une femme. Donc déjà, ça aide à faire pas mal de parallèles tout de suite. Voilà. Pas dire de plus. Nicolas, Mathieu, le Loft, ça a changé beaucoup de choses.
En même temps, pareil, on l'a beaucoup analysé a posteriori, on a analysé à la fois ses défauts, ses qualités, ce que ça a changé. À quel point vous avez voulu rendre la série consciente justement peut-être de ce qu'elle a, de son impact? Je pense que ce qui était très important pour nous, c'était qu'au début de l'histoire, les personnages ne soient pas du tout conscients de ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'on a des apprentis sorciers qui débarquent, qui pensent qu'ils font une émission qui va être regardée par 10 personnes, et tout d'un coup, c'est toute la France qui se met à regarder. Et donc là, tout d'un coup, il va falloir qu'ils prennent conscience qu'en fait, peut-être qu'ils ont une responsabilité. Et c'est tout le jeu de la série. C'est comment est-ce qu'évidemment, tout d'un coup, on fait juste « Ah, mais on fait juste de la télé, c'est rien. Ah, peut-être que ça a quand même eu plus d'importance que ce qu'on se croyait. » Vous avez cité The Social Network un peu en influence. Ça sent aussi dans le rythme de la série beaucoup qu'il y a peu de temps mort, ça dialogue beaucoup, ça va très vite, ça se parle entre deux couloirs, etc. dans les bureaux de production. C'était un effet recherché justement, ce Oui, en fait, tambour nous, battant. quand on a vu The Social Network, on a découvert l'écriture d'Aaron Sorkin, et voilà, qui avait fait la série La Maison Blanche. Et cette écriture hyper tendue, hyper thriller, en fait, il l'applique à un contexte de bureau, d'entreprise, d'aventure entrepreneuriale. Et dans The Social Network, il a eu l'idée géniale avec son producteur d'aller chercher David Fincher, qui est un énorme réalisateur de thriller. Et nous, en fait, on a eu envie de faire un peu la même chose à notre échelle. On est allé chercher Louis Farge, qui est un excellent réalisateur qui avait vraiment brillé dans des thrillers et qui a appliqué ça aussi dans la série. Une tension de thriller dans des scènes de dialogue et d'enjeux de bureau. Et voilà, c'est vraiment ça qu'on aimait, qu'on avait envie de reproduire, et on est hyper heureux, quoi. Et dès notre première rencontre, avec Louis Farge, on était en accord là-dessus. On s'était dit, ok, on va pas partir sur le schéma habituel de une page égale 1 minute de texte. Nos personnages ont parlé plus vite que tous les autres personnages de toutes les autres séries. D'accord. En une page, ils la disent en 40 secondes. D'accord, d'accord. Et du coup, c'est pour ça qu'au final, la série est assez courte en fait, en temps, en volume. La série elle a reçu un accueil hyper positif. Enfin, voilà, ce soir vous gagnez des prix, mais bon, ça c'est les critiques, mais c'est surtout le public qui s'est emparé de la série. Il y avait quand même ce pari de se dire, est-ce que 20 ans après les gens vont encore avoir envie de s'intéresser à cette histoire qui a encore une fois été racontée dans des livres, des biographies, etc. Bah, la réponse est oui, tout simplement. C'est une bonne surprise quand ça sort. Bah, ça c'est le pari, c'est pas nous qui l'avons pris, c'est Prime Video, c'est Thomas Dubois et son équipe. Et là c'est vraiment à eux qu'il faut rendre hommage là-dessus, parce que nous on a écrit la série qu'on avait envie de voir, et c'est eux qui se sont dit et si ça avait aussi un intérêt pour tous les autres spectateurs. Et ils ont eu raison, et c'était pas évident, il y a très peu de séries qui ressemblent à ça, et on leur dit merci. Bah, bravo encore une fois du coup à tous les trois, et merci de nous avoir raconté un peu la fabrication de Culte qui a passionné tant de monde. Donc c'était sur Prime Video l'année dernière et qui repart donc ce soir avec 2 prix. Je ne me trompe pas. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et merci à l'association des critiques de séries. Il faut le noter. Merci à l'association des critiques de séries qui donc a remis ses prix ce soir. On va voir si on peut trouver encore quelqu'un d'autre dans la salle. Et moi je vous dis à tout de suite. Et la personne que je suis donc allé chercher n'est autre que Nora Boisouni. Bonsoir Nora. Bonsoir. Présidente de l'association des critiques de séries, c'est toi qui as chapeauté cette très belle soirée qui se termine. Voilà, les gens sont en train de discuter, de papoter, de parler de leur prix peut-être, de s'échanger des bonnes idées. Ou bien de nouvelles collaborations, on l'espère aussi, et l'occasion de se rencontrer entre scénaristes, producteurs, etc. Exactement, peut-être que le producteur de Culte s'accompagnera du réalisateur d'Astérix Obélix, on n'était pas là ce soir, mais de Bref 2 peut-être, voilà par exemple, et qui se mettront avec les actrices d'une telle ou d'une telle série. En tout cas, on a vu de très belles choses ce soir, de très belles séries récompensées. Quel bilan toi tu fais de cette remise de prix? C'est la 11e déjà de l'ACS. Quel bilan pour cette année? Eh ben, un bilan heureux, joyeux, dans le sens où on constate encore une fois, encore une année, encore une saison sérielle, où on n'a pas à rougir face, on va dire, j'ai failli dire la concurrence. En tout cas, face aux collègues américains, américaines, états-uniens, états-uniennes, on a vraiment une variété de séries. Ça va de Une amie dévouée au sens des choses à Bref, saison 2, à Culte. Enfin, pour le coup, là, nos prénominations étaient déjà variées. Donc je suis très contente de voir qu'on peut passer d'une cérémonie comme l'an dernier où on récompense très largement Sambre sur France 2, et là on récompense très largement Bref, saison 2 sur Disney+. 2 salles, 2 ambiances. Voilà, du coq à l'âne, vraiment. Bon, c'est une association, on est qui illustre quelque part la richesse en fait de ce que produit aujourd'hui la France en termes de séries. Et puis aussi la variété des sensibilités des critiques de séries, puisqu'effectivement on est plus d'une trentaine à voter. Et donc de voir qu'un drame comme Sambre a remporté les suffrages l'an dernier,
Cette année, c'était plutôt Bref saison 2 qui a été dans la tendance et Culte aussi avec plusieurs récompenses. Donc on voit vraiment d'un coup qu'on a... en France, on sait faire de tout. Et nous, les critiques séries, non, on n'a pas un avis homogène, on ne déteste pas les comédies, on n'est pas simplement fan de drame, etc. Beaucoup de séries qui sont sur des plateformes cette année. Tu me disais de Sambre l'année dernière, c'est une production de France Télévisions qui est diffusée sur France 2. Cette année, il y a Bref 2 qui a été récompensé. C'est une série qui a été diffusée par Disney+. Il y a Culte qui a été diffusée sur Prime Video, Astérix Obélix pour Netflix, Becoming Karl Lagerfeld aussi qui a été récompensé, qui est sur Disney+. Qu'est-ce que ça nous dit ? Est-ce que ça nous dit que les plateformes produisent de belles séries françaises maintenant ou que la production se déplace carrément maintenant vers ces plateformes ? Je ne sais pas si elle se déplace, je pense qu'il y a une question de temporalité peut-être. Okay. Je pense que l'an prochain, on aura à nouveau des séries de France Télévisions. Je pense que par exemple Des Vivants sera à mon avis dans les nominations. J'ai du mal à voir comment ça ne pourrait pas y être. Je pense qu'il y a aussi cet aspect de temps long. Que les plateformes ont un peu moins avec cette énorme quantité de production qui s'est lancée au même moment avec les moyens qui sont les leurs et qu'en France on a justement sur des chaînes classiques on va dire moins cette capacité à lancer plein de choses en même temps. Donc je pense que le temps est un peu plus long pour les choses qui ne sont pas des plateformes. On voit aussi que ça récompense des séries qui parlent aux gens. Sambre n'est pas forcément une série qui parlait aux gens l'an dernier, c'est une série avec une histoire très forte mais on peut difficilement s'identifier à la série. Là, Bref 2, c'est la série des trentenaires, quarantenaires qui ont un peu vieilli, des quadras qui se demandent un peu ce qu'ils font de leur vie. Love Story, c'est le revival pour toute la jeunesse de cette même génération d'ailleurs, qui revit un peu cette période clé de la télé française. Bon, Astérix, on n'en parle pas, c'est transgénérationnel, mais ça plaît toujours. Il faut des marques fortes aujourd'hui. Peut-être c'est ça aussi que les séries françaises s'inculquent petit à petit, d'avoir ce qu'on appelle les IP dans le très vilain langage de la production. Je ne suis pas certaine. Je pense qu'il y a peut-être un effet là de loupe avec les nominations de cette année. Est-ce que Clément, tu es en train de dire qu'on est tous des nostalgiques un peu boomers, nous les quadras bientôt ou les Moi je l'ai pas dit. Moi, je l'ai pas dit. C'est moi qui le dis. Non, c'est vrai, tu as raison. Astérix, Culte, Bref, il y a une espèce de revival d'un petit peu tiens, c'est un peu réconfortant, un peu doudou, les séries un peu doudou. Je pense que c'est, à mon avis, je pense qu'il y a une forme de coïncidence que ça sorte en même temps. Je suis pas sûre que l'an prochain on ait autant de séries du même acabit. Donc, moi je dirais plutôt sur l'effet de hasard, de coïncidence. Après, on a quand même effectivement cette IP qui est donc la tendance phagocytante aux États-Unis. On a des suites, des remakes, des reboots, des trucs, etc. sur les grosses franchises qui fonctionnent. En France, le fait est qu'on n'a pas de franchise. Non. C'est vrai. Donc on échappe aussi quand même à cette mode-là. Par exemple, ce que Prime a essayé de faire avec Culte, qui est revenu avec les Toubisseries, avec une toute autre équipe de production, il n'y a plus une seule personne qui est impliquée sur la même série. Bon, ça marche un petit peu moins bien sur cette deuxième saison, mais il y a cette volonté peut-être justement de créer des choses un peu à l'américaine, sans que ce soit un gros mot ou quoi que ce soit. Mais alors moi je suis très fan des séries d'anthologie. Donc ce que Culte fait, moi je suis très cliente en me disant une saison, une histoire, un sujet différent. Et c'est vrai qu'en France, l'anthologie, c'est pas vraiment notre truc. Et si j'ai un message à faire passer, si tu me le permets, Clément, les anthologies. J'adorerais voir des séries françaises d'anthologie. Je dis pas que ça manque, je dis juste que de façon très égoïste, j'aimerais en voir plus. Je pense qu'on a beaucoup plus à faire comme ça et que c'est une liberté. Je plus sois cette demande. Et je sais pas si c'est très compatible avec l'écosystème audiovisuel français. On est culturellement, l'anthologie, c'est pas très français. Mais j'aimerais en voir. Le message est passé, peut-être qu'on en verra dans les prochaines éditions des prix de la CES. Justement, ces prix de la CES, juste un petit mot pour terminer. Tu l'as dit, c'est une trentaine de journalistes, spécialistes des séries, qui passent leur année à regarder des séries à la chaîne, parfois jusqu'à pas d'heure la nuit, etc. Qui ont récompensé donc ce soir les productions qu'ils jugeaient selon eux les meilleures. Une édition très réussie, on a vu beaucoup de monde, les acteurs, les producteurs, les réalisateurs, les scénaristes qui viennent, qui se déplacent, parce que c'est la seule cérémonie qui remet des prix pour les séries. Ça paraît fou de le dire, mais il n'y a pas d'autres cérémonies pour les séries en France. Moi je trouve ça triste. C'est-à-dire que les festivals, on en a plein en France et c'est vraiment super qui remettent des prix aux séries françaises. Mais hors festival, alors moi je suis très nostalgique des 7 d'or. Là on va pouvoir dire que je suis un peu une boumeuse, effectivement. Mais je trouve ça vraiment incroyable qu'en France, avec la vitalité qu'on a sur les séries, on a des séries qui sont quand même récompensées aux International Emmy Awards.
Pourtant, en France, il n'y a pas de cérémonie qui remet des prix à la télévision, par exemple, aux séries. Je trouve que c'est dommage. C'est vraiment, pour moi, c'est un manque. Et c'est une manière de quasiment leur dire « Ouais, bon... » Oui, mettez-vous un peu sur le côté. Et il y a les Césars, laissez les Césars, quoi. Donc j'espère qu'on aura peut-être dans 5-10 ans une cérémonie qui est consacrée à ce genre qui n'a jamais été un sous-genre, qu'il est encore moins aujourd'hui. Qui historiquement est un grand genre en France, qui n'est pas nouveau qu'on fait des bonnes séries. Clément, tu parlais du revival, Belphégor revient. Tout à fait. Belphégor qui est peut-être la première série française qui faisait que les gens regardaient tous les jours, allumaient la télé pour ça. Donc je crois qu'en fait, peut-être c'est le signe encore aujourd'hui en France d'une espèce de snobisme par rapport aux séries télé qui ne mériteraient pas une cérémonie à part comme les Césars le font encore. Moi je suis ravie, on a beaucoup de gens ce soir. C'est ça, en attendant il y a la CS. La CS est là, merci beaucoup de merci à toi nous. d'avoir organisé, puisque c'est quand même du boulot d'organiser une remise de prix comme ça chez Ernest, on le rappelle, un restaurant solidaire qui nous accueille pour la 2e année de suite. Et on s'est régalé pour cette très belle cérémonie, la 11e cérémonie de remise des prix de l'association des critiques de séries. Voilà, on a donné la parole ce soir à la présidente, aux acteurs, aux actrices, aux réalisateurs, réalisatrices, aux scénaristes, aux gens qui font les séries, aux compositeurs même. On espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir aussi certaines séries et certains métiers. Et puis on se retrouve nous très vite en plateau, dans notre confort, dans le studio habituel, vous connaissez. Moi je vous dis donc à très vite pour l'épisode suivant.